Merci beaucoup. Je suis évidemment très heureux de pouvoir m'adresser à vous toutes et à vous tous ce soir pour bien des raisons. D'abord, je suis heureux de pouvoir rendre hommage à la FEV. Les responsables de la FEV savent que je suis attaché à leur institution et à ce qu'ils font depuis longtemps maintenant. Je suis d'ailleurs déjà venu, en fait, dans mes fonctions précédentes, lorsque je dirigeais une grande école ici, tout simplement parce que j'ai toujours à la fois salué et soutenu ce qui est fait par la FEV. Et pour moi, c'est un excellent exemple de ce qu'est l'engagement dans notre société et de ce qu'est une vision réussissant à associer différents acteurs pour un but d'intérêt général fondamental qui est la réussite de tous nos élèves. Et évidemment, cette réussite, elle passe par une bonne orientation. Donc je veux d'abord et avant tout rendre hommage à la FEV, vous remercier à la fois de l'enquête qui a été menée et des travaux qui ont lieu cet après-midi. Et évidemment, le but n'est pas de se réunir pour se réunir, mais de réellement tenir compte de ce que vous avez fait là, par l'enquête et par la réunion d'aujourd'hui. Et ce qui vient d'être résumé par Emmanuel Davidenkoff et l'ensemble des travaux que vous avez faits, je les regarderai évidemment avec beaucoup d'intérêt, puisque c'est vrai que c'est un sujet sur lequel nous sommes au début d'une nouvelle étape et que vous avez tout à fait la possibilité d'influencer les politiques publiques qui seront menées, qui ont vocation à ce que nous réussissions mieux à orienter les élèves aujourd'hui. Nous savons bien que nous avons de grandes marges de progrès, comme on dit, et que cela suppose aussi de réussir à unir et à rassembler sur ces questions, ce qui est toujours possible, mais jamais simple dans notre beau pays. Cette question de l'orientation, Emmanuel Davidenkoff l'a très bien résumé à l'instant, à mes yeux, revêt un enjeu de vision complète dans le temps et dans l'espace. Une vision complète dans le temps parce que c'est la question du continuum. Et je pense qu'en effet, il peut y avoir un consensus de départ pour dire qu'il est rarissime qu'il y ait un instant magique avec une personne magique. Ça peut arriver, comme le coup de foudre, même si je pense que dans le registre amoureux, le coup de foudre est plus fréquent que l'instant magique dans le domaine de l'orientation. Eh bien, et donc, puisque, en tout état de cause, même si ça existe, c'est minoritaire, nous devons tenir compte de cette nécessité d'avoir cette vision dans le temps, tout simplement parce que tout un chacun dans sa vie procède par essai-erreur, parce qu'il y a des processus de maturation, et que donc on doit envisager ça dans une vision continue. C'est pourquoi ma vision continue aurait tendance à être la plus longue possible. Je pense que dès le collège, il est important de parler de sujets d'orientation, que ce soit des métiers, que ce soit des études supérieures, que ce soit des perspectives d'études de tous ordres. Il est très important que l'élève, l'enfant, puis l'adolescent, soit baigné dans cet ensemble d'informations qui vont contribuer à une forme d'imprégnation qui elle-même prépare l'orientation. Évidemment, les choses vont en se précisant, et c'est notamment à l'âge du lycée qu'on peut considérer que cela devient très structuré. Et on a en cette rentrée, vous le savez, deux premières mesures qui vont dans ce sens, notamment en ayant décidé qu'il y ait 52 heures consacrées à l'orientation cette année en classe de seconde. Ce continuum dans le temps, il ne s'arrête pas avec la classe de terminale. Les enjeux d'orientation continuent évidemment dans l'enseignement supérieur. C'est pourquoi d'ailleurs nous devons aussi prévoir des ponts organiques beaucoup plus importants entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Pourquoi pas, par exemple, des personnels partagés d'orientation entre les deux mondes. Cela fait partie des idées que l'on peut avoir si on a une vision en continuum. En tout état de cause, il y a donc, encore une fois, une approche continue dans le temps à développer, qui peut se traduire par des mesures de nature différente et complémentaire, mais c'est, je crois, la première chose à avoir à l'esprit. Et puis une vision globale dans l'espace aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs espaces de l'orientation, l'école, mais aussi, c'est-à-dire le collège et le lycée, mais aussi tout ce qui peut l'environner, le monde économique et social, tout simplement, le monde de l'enseignement supérieur. C'est donc des espaces différents, mais c'est aussi des personnes différentes. De ce point de vue-là, j'ai toujours considéré qu'il était important d'avoir des personnels dédiés à l'orientation, mais qu'ils devaient être considérés comme la pointe avancée, et non pas comme un élément solitaire, un élément bulle, si je puis dire, dans les enjeux d'orientation. En clair, cela signifie que c'est l'ensemble des adultes responsables de l'éducation des jeunes qui doivent être impliqués dans l'orientation. C'est vrai des familles, vous l'avez rappelé, et donc de ce point de vue-là, il y a aussi parfois un travail avec les familles à mener en termes d'orientation, mais aussi, c'est vrai évidemment, avec l'ensemble des acteurs, au premier rang desquels les professeurs. C'est un point très important.
de ce point de vue-là, il est essentiel de souligner ce qui s'est passé l'an dernier avec finalement une mesure qui était très nouvelle, prise avec une certaine rapidité que les faits exigeaient et qui a très bien fonctionné à mes yeux, et je crois au vu de tous, ce qui est la mesure de désignation d'un deuxième professeur principal en classe de terminale. Parce qu'on aurait pu on aurait pu faire plusieurs objections à cette mesure quand on l'a prise en novembre 2017. On aurait pu nous dire ça va trop vite, ça on le dit toujours et on l'a dit. On aurait pu nous dire les professeurs n'ont pas d'intérêt pour cette question et ne voudront pas être professeur principal parce qu'ils considèrent que finalement ce n'est pas leur problème. Ça a pu être dit par certains, pas beaucoup, mais ça a été dit. Et ce qui a été parfaitement démontré, c'est au contraire le volontarisme, l'engagement, l'implication des professeurs dans cette fonction. Et je veux vraiment les saluer parce qu'il s'est passé quelque chose, vraiment, ces petites victoires, ces grandes victoires, même silencieuses, qu'on ne souligne pas tellement. Mais voilà, grâce aux professeurs de terminale de France de l'année dernière et évidemment de cette année et des années suivantes, il y a eu un changement de paradigme dans la manière de concevoir l'accompagnement des élèves, de les conseiller. Et bien entendu, le professeur principal, pas plus que vous ou moi, n'est un magicien. C'est-à-dire qu'aucun ne connaît toutes les formations qui existent, aucun ne connaît tous les métiers qui existent, mais même un professionnel de l'orientation ne peut pas faire ça. Donc le sujet ne peut jamais être est-ce qu'on est formé suffisamment, est-ce qu'on est totalement le professionnel du sujet. La question, c'est d'être engagé dans le sujet et d'être capable de travailler en équipe, d'être capable de faire appel à des ressources extérieures, que ce soit d'autres personnes ou des ressources numériques, de façon à tout simplement être auprès du jeune pour l'aider dans son orientation. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le deuxième professeur principal. Donc, cette mesure sur le deuxième professeur principal, dont je n'exclus pas d'ailleurs l'extension à d'autres niveaux, cette mesure du deuxième professeur principal est une mesure qui illustre le fait que c'est l'ensemble des adultes qui s'occupent de l'éducation des jeunes, et notamment des lycéens, mais aussi des collégiens, qui sont concernés par la mobilisation autour de l'orientation. Et donc, d'une certaine façon, le monde éducatif, les adultes qui travaillent auprès des collégiens et des lycéens, doivent faire de l'orientation comme M. Jourdain fait de la prose. Ça doit être quelque chose de naturel. Et là, par contre, ça nous renvoie à des enjeux de formation, bien entendu, parce que, par exemple, dans la formation des professeurs, ceci doit être, là encore, quelque chose de naturel, quelque chose qui fait partie de l'ADN, parce que, de toutes les façons, un professeur est quelqu'un qui, par définition, accompagne un élève et qui connecte les enjeux de transmission de connaissances à des enjeux de, je dirais, repérage dans l'espace et dans le temps, une sorte de psychomotricité conceptuelle de l'élève dans sa vie scolaire qui, un jour, évoluera vers une vie professionnelle. Donc, nous devons, pour ensuite tirer toutes les conséquences de cette approche globale dans le temps, globale dans l'espace, s'appuyer sur les études et les constats comme l'étude que vous avez faite, comme ce que différentes études, comme je n'ai assisté qu'à la fin de ce qu'a dit Marie Durubella, mais il m'arrive de la lire, donc les études qui sont faites par tous ceux qui se sont penchés sur ces questions, pour prendre les mesures qui s'imposent, comme la mesure qui a été prise pour le deuxième professeur principal de terminale, mais aussi bien d'autres mesures dans le futur. Alors je voudrais m'appuyer sur votre étude, que j'ai regardée avec vraiment beaucoup d'intérêt, pour non pas vous dire ce soir une politique d'orientation toute faite, ce n'est pas le but de mon intervention, mais dire ce que j'en retiens et contribuer ainsi à ce qu'au cours des prochaines semaines, on puisse préciser ce qui peut évoluer en matière d'orientation, notamment à la faveur de la réforme du lycée, dont je rappelle qu'elle connaît son enclenchement majeur au cours de cette année 2017-2018, et 2018-2019, pardon, et avec un effet très important à la rentrée de 2019. Et que donc on est en plein milieu, si je puis dire, de l'enclenchement de cette politique publique. D'abord, un point que je relève, c'est la peur des élèves de ne pas réussir leur projet d'études. 56% des élèves interrogés disent cela. C'est évidemment un problème typiquement français. Alors on trouverait certainement des exemples dans d'autres pays, mais on est au cœur même des problèmes d'inhibition de l'action chez nos enfants et nos adolescents, avec lesquels on doit en finir. Alors je ne vais pas faire un long exposé sur la stratégie d'ensemble qu'on doit avoir en la matière, mais par exemple, la rentrée en musique fait partie de cette stratégie. L'accent mis sur l'oral au baccalauréat fait partie de cette stratégie.
ce qu'on va faire en matière sportive et culturelle fait partie de cette stratégie. On doit en finir avec cette inhibition de l'action qui caractérise finalement le jeune Français, parce que tous les jours on lui tient des discours pessimistes, parce que tous les jours on lui explique que l'échec est grave, parce que tous les jours on inhibe inconsciemment. C'est pour cela que j'ai choisi comme devise, si je puis dire, pour l'ensemble de notre institution, l'école de la confiance. C'est parce que c'est l'enjeu de la confiance en soi, l'enjeu de la capacité à se projeter dans l'avenir positivement qui est derrière cela. C'est pour ça aussi que, en tant que ministre de l'Éducation nationale, mais aussi de la jeunesse et de la vie associative, je tiens tant à tenir un discours optimiste sur les enjeux scolaires. Vous savez que parfois on me le reproche. On me reproche de peindre en rose les réalités, de vouloir... Mais on ne se rend pas compte à quel point nos discours, en permanence, sur tous les sujets, sont des manières de faire contre-productives vis-à-vis de la projection dans le futur des jeunes, parce que tous les jours, on leur dit que le monde est dur, que la planète est en danger, que les risques géopolitiques sont considérables, que les addictions sont multiples. Autant de choses qui sont malheureusement tout à fait exactes, mais qui ne sont pas non plus la totalité de ce qu'est leur vie aujourd'hui et demain. Et les générations antérieures, qui ont pu connaître des guerres, qui ont pu connaître des événements très graves, on ne leur tenait pas des discours aussi anxiogènes en permanence. Et donc, je fais un large zoom arrière en disant cela, mais tout est lié. Notre manière de parler du futur a évidemment un impact sur cela. Et bien sûr, notre manière de parler du futur étudiant. Il est évident qu'aussi les politiques menées cette année, notamment par ma collègue Frédérique Vidal, mais avec mon plein et entier soutien pour lutter contre l'échec en fin de première année d'études, doit rétroagir sur ces chiffres qui sont mauvais. Je vais faire un petit développement sur Parcoursup et sur les conséquences que nous attendons. Nous savons tous que les critiques ont existé. Nous savons tous aussi que le bilan qui peut être fait en ce jour est loin d'être négatif, et je l'affirme, il est même positif. C'est plus d'étudiants qui sont à l'université en cette rentrée, plus d'étudiants qui sont dans l'enseignement supérieur en cette rentrée, et plus d'étudiants qui savent pourquoi ils sont là où ils sont en cette rentrée. On commence à avoir plusieurs témoignages de présidents d'université qui nous disent que les ambiances d'amphithéâtre en ce début d'année ont changé, tout simplement parce que les jeunes ont un sentiment plus fort que précédemment du pourquoi et du comment ils sont là. Et c'est un point majeur. Est-ce qu'il y a eu des défauts dans le processus? Certainement, ce n'est pas un débat que je vais ouvrir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Certainement. Est-ce que, pour autant, quelque chose de nouveau vient de se dessiner qui va dans le bon sens? Eh bien, c'est ce que je crois très profondément, et c'est ce que nous devons pousser au cours des temps à venir, et c'est ce que l'avenir nous dira, notamment, je l'espère, avec de meilleurs chiffres de fin de première année au mois de juin prochain, parce que c'est évidemment le but recherché. Je rappelle aussi qu'il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui sont concernés par les dispositifs d'accompagnement en première année. Donc c'est un discours de la réussite qui doit être tenu aux élèves, et c'est un discours qui doit nous rassembler aussi. Et nous devons, au minimum, ne pas projeter des conflits ou des atmosphères contentieuses sur ce qui a trait à l'avenir de nos élèves. Et c'est pour ça qu'il est si essentiel de réussir à bâtir des politiques publiques de l'orientation qui aient fait d'abord l'objet d'un certain consensus que finalement vous êtes en train de bâtir en faisant des enquêtes de ce type. Donc la confiance est essentielle, et nous avons donc un discours de confiance, de valorisation à tenir, et des actes de confiance, c'est-à-dire de bienveillance, mais aussi de vérité, de lucidité, et bien entendu des discours de la deuxième chance, de la troisième chance, des discours de passerelle, et qui sont essentiels, et qui ne sont pas que des discours, qui se traduisent par des actes, d'autant plus que nous avons largement changé de monde depuis un certain nombre d'années. Nous sommes vraiment dans un monde de la formation tout au long de la vie, un monde où les étudiants ont changé leur perception par rapport à ce qui existait auparavant, notamment quand on voit le développement de l'année de césure, quand on voit le développement des études différées, quand on voit le développement des passerelles, quand on voit le développement aussi de nouvelles manières d'envisager l'insertion dans la vie professionnelle de la part des étudiants. On voit bien que nous devons nous adapter à ces nouvelles visions qui ont de très bons aspects et qui, tout simplement, traduisent une évolution intéressante de nos sociétés. Il y a aussi une importance, évidemment, de l'information institutionnelle, celle qui permet aux élèves de concevoir un projet réaliste, ambitieux, qui leur permet d'arbitrer entre leurs goûts, entre ce qu'ils sont disposés à faire, à entreprendre. Et donc le professeur principal, je le disais,
est évidemment un passeur essentiel dans ce contexte. Il doit aussi permettre le dialogue avec la famille, qui permet d'aboutir à une bonne décision d'orientation. J'ai souvenir, par exemple, d'une expérimentation menée dans l'Académie de Versailles, qu'on avait appelée la mallette des parents orientation, et dont les effets ont été mesurés par l'École d'économie de Paris, et qui a permis de montrer que tout simplement ce bon dialogue avec les parents permettait d'avoir une orientation post-troisième, elle-même source d'une plus grande réussite au lycée, qu'il soit général, technologique ou professionnel. Nous devons sortir d'une politique du chiffre. L'objectif ne doit pas être d'avoir des grands contingents correspondant à des grandes politiques nationales définies, mais de partir de l'élève et de son intérêt. Et ce point-là est fondamental. Vous savez, là encore, une mesure qui n'a fait pas beaucoup de bruit, et qui est pourtant à mes yeux une des plus importantes que j'ai prises l'année dernière, qui n'a fait l'objet ni d'une loi, ni même d'un règlement, ni même d'une circulaire. C'est lorsque j'ai dit aux principaux de collèges de toute la France, vous ne serez plus jugés sur le pourcentage d'élèves qui vont en général en technologique, en professionnel ou en apprentissage. Non pas qu'on veut que vous alliez dans ce sens ou dans tel autre, on veut tout simplement que le jeune réussisse. Et notre institution, l'éducation nationale, était depuis de grands nombres d'années schizophrène, puisqu'elle disait à la fois il n'y a pas de différence de dignité entre le général, le technologique et le professionnel, et dans le même temps, elle disait à tous les collèges de France, attention, si vous envoyez X% d'élèves dans le professionnel, c'est que vous avez échoué dans votre ambition éducative pour les élèves. Alors évidemment, dire ce que j'ai dit a eu un impact immédiat, c'est-à-dire qu'on a eu plus d'orientation professionnelle, plus de premiers vœux acceptés, plus d'élèves demandant l'apprentissage en premier vœu de manière totalement libre, et on les a forcés à rien. Entre parenthèses, ça évite ensuite de redoubler sa seconde générale, puis de repasser en bac pro ou des choses de ce genre. Mais évidemment, tout ceci n'a de sens, et je le dis devant la députée Céline Calvez, qui a fait un excellent rapport qui sert de base avec Régis Marcon, qui sert de base à notre réforme de l'enseignement professionnel. Tout ceci n'a de sens que si l'enseignement professionnel se rénove aussi complètement, en ouvrant des perspectives d'avenir très fortes, en permettant des passerelles nombreuses, y compris vers l'enseignement supérieur, puisque ce qu'on observe aussi, c'est que maintenant on a la moitié des bacheliers professionnels qui décident de poursuivre leurs études, phénomène qui est tout à fait bon s'ils ne mènent pas à l'échec dans l'enseignement supérieur. Or, et là aussi c'est un des effets de ce qu'on a fait l'année dernière au travers de Parcoursup, on sait très bien que les bacheliers professionnels échouent dans leur immense majorité à l'université, alors qu'ils peuvent réussir majoritairement en BTS. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y en a eu un pourcentage moindre qui est allé à l'université cette année, ce que j'assume pleinement. Et il y en a un pourcentage beaucoup plus important qui est allé en BTS. On a créé des places de BTS, on a ouvert les places de BTS. Idem pour les bacs technologiques en IUT. Et donc, le but, c'est évidemment qu'ils réussissent. Et une fois qu'on a un BTS, rien n'interdit de faire une licence pro. Quand on a une licence pro, rien n'interdit de faire un diplôme d'ingénieur, et ainsi de suite. Ça doit être la vie dans le futur. Demain, un élève de 3e doit pouvoir dire qu'il va dans l'enseignement professionnel, que son bulletin soit bon, moyen ou médiocre. Mais il ira dans l'enseignement professionnel parce que le type de pédagogie qui s'y développe, qui sera probablement ce qui sera de plus avant-gardiste dans l'ensemble du système scolaire, fera envie. Si on prend l'exemple classique, si j'ose dire, du numérique, il est évident que c'est dans l'enseignement professionnel qu'on peut aller le plus loin possible dans des approches pédagogiques totalement renouvelées. Et ça fera envie à un élève de 3e, quels que soient ses résultats scolaires. C'est ce type de vision qu'il faut pouvoir affirmer, et comme vous le voyez, tout est lié. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une crédibilité de ce que je viens de dire pour ceux qui feront ces choix-là. Et donc, c'est ce qui nous permettra de sortir de certaines contradictions. Donc, c'est aussi ce qui permettra de créer cette approche institutionnelle pertinente qui est évidemment décisive et qui repose sur un bon dialogue entre les familles et les institutions. Donc, nous devons arriver, parce que c'est l'étude qui le montre, à ce que les élèves apprennent à prendre une décision d'orientation dans un esprit de liberté et de responsabilité. Esprit de liberté et de responsabilité, cela suppose que derrière leur prise de décision, il y ait le droit à l'erreur et il y ait des passerelles. Pour moi, l'un va avec l'autre. Jamais d'impasse, jamais même de véritable couloir, mais au contraire des systèmes de passerelles. C'est aussi l'esprit de la réforme du baccalauréat général et technologique que nous venons de faire, puisque, vous le savez, il n'y aura plus de série S
ES et L, et que le système de choix de spécialité doit permettre d'avoir une vision beaucoup plus modulaire du parcours. Tout ceci va de pair avec la vision que j'exprimais précédemment. Donc nous devons avoir cette politique de projection positive dans le futur pour les élèves, en tirant parti des enseignements de cette étude. Nous devons aussi aller vers un renforcement, évidemment, de l'orientation des élèves, avec une information plus forte et une aide à la décision plus forte. Le principe, c'est l'égale dignité de tous les projets, c'est ce que je viens de dire. C'est aussi d'aider tous les élèves à mieux s'informer avant la troisième, avec un certain nombre d'initiatives que l'on peut prendre, notamment tout le renforcement du stage de troisième, puisque le stage de troisième, qui, lorsqu'il a été créé il y a quelques années, apparaissait comme une mesure, de la part de certains, comme une mesure anecdotique, est devenu au fil du temps quelque chose d'assez emblématique de notre société. Le premier contact pour la plupart des élèves avec le monde du travail et un marqueur d'un lien entre l'école et la vie du travail, mais aussi, malheureusement, parfois le reflet des inégalités sociales, puisque selon la famille dont on est issu, on peut avoir un stage plus ou moins intéressant par le réseau familial dont on dispose. C'est évidemment quelque chose que nous voulons désormais compenser, nous voulons éviter qu'il en soit ainsi. Et vous le savez, le président de la République lui-même s'est saisi de ce sujet, et il a organisé une réunion dédiée à ce sujet avec d'abord les responsables, les numéros 1 des principales entreprises françaises du CAC 40, mais aussi des représentants du monde des petites et moyennes entreprises et du monde du travail en général. Et ceci débouche sur un plan qui doit nous permettre d'offrir 30 000 stages dans les collèges les plus défavorisés. Et les choses sont en train de se mettre en place au moment où je parle. C'est un sujet auquel la FEV, évidemment, ne peut pas être indifférente et dans lequel elle est mobilisée. Elle était présente ce jour-là. Et nous savons que c'est quelque chose qui aura un effet locomoteur sur l'ensemble des politiques d'orientation que nous voulons avoir, essentiel. Nous voulons aussi transformer le lycée pour mieux accompagner les élèves. C'est le temps dédié à l'orientation dont je parlais tout à l'heure en classe de seconde. C'est les 2 professeurs principaux en terminale. C'est le module de poursuite d'études ou d'insertion en terminale du lycée professionnel. C'est aussi le fait d'accompagner les élèves au cours d'un parcours qui devient plus progressif au lycée général et plus souple au lycée professionnel, avec une meilleure articulation entre apprentissage et voie scolaire aussi. C'est aussi l'évolution de tous nos services d'orientation. Vous le savez, les premières indications que j'ai données en la matière, qui parfois d'ailleurs ont été surinterprétées, parce que je le vois parfois dans mes déplacements, consistent à considérer que les personnels d'orientation qui existent doivent être au plus près des établissements, c'est-à-dire dans l'établissement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui existe parfois, et chaque fois que cela existe, tout le monde s'en satisfait. Pour moi, les personnels d'orientation doivent être dans un rôle moteur vis-à-vis de l'ensemble des autres personnels dans les enjeux d'orientation, et on doit les trouver au cœur des établissements pour qu'il y ait une sorte de réflexe à les consulter. Et puis il y a aussi nos institutions d'orientation, je pense évidemment à l'ONICEP en particulier, je salue évidemment son directeur Michel Quéré, puisque un certain nombre d'efforts ont été faits tous ces derniers temps pour développer les outils numériques, en particulier de l'ONICEP, à une échelle nationale ou parfois à une échelle régionale. Nous avons aujourd'hui la volonté de créer une nouvelle alliance avec les régions sur ces sujets, puisque vous savez, la loi de 2015 reconnaît une compétence de principe aux régions en matière d'orientation, compétence de principe que nous avons confirmée, et qui ne signifie pas un désengagement de l'État. Il n'y aura jamais de désengagement de l'État en matière d'orientation, même s'il y a, c'est vrai, une plus forte compétence des régions en matière d'orientation, ce dont on doit tous se réjouir. Donc l'État va être aux côtés des régions dans cette compétence orientation. Il ne peut pas y avoir de désengagement du fait de tout ce que j'ai dit avant, puisque si je dis que toute la communauté adulte, qui pour l'essentiel est composée de personnel de l'éducation nationale, aux côtés des élèves pour faire leur orientation, eh bien, on ne peut pas dire que l'État se désengage. S'il y a 2 professeurs principaux en terminale, c'est bien l'État, au travers d'eux, qui s'engage dans l'orientation. On doit donc avoir une politique de l'orientation qui allie l'État aux régions, en permettant aux régions de mieux faire connaître les métiers et les formations qui existent à des échelles régionales maintenant très vastes, avec les nouvelles régions, et en leur permettant de mobiliser les moyens humains nécessaires pour cette information. C'est ce que nous allons vivre dès cette année avec les 54 heures d'orientation en classe de seconde, puisque c'est une co-responsabilité de la région et de l'État que de faire vivre ce temps-là. Donc, on le voit bien, une évolution institutionnelle, mais aussi une évolution d'usage de nos outils.
Nous savons tous que l'intelligence artificielle va permettre bien des choses pour faire progresser l'orientation. Il y a déjà un certain nombre de programmes qui existent en la matière. L'ONICEP doit se situer à la pointe de cela, mais c'est vrai aussi des autres opérateurs de l'État. Je pense au CNED et à Canopé qui sont mobilisables sur ces enjeux. La France, avec son grand service public de l'éducation nationale, peut être le pays, sur ce sujet comme sur d'autres, qui se situe en pointe de cette vision. Et je voudrais terminer par là, parce que, et je sens que ça va réjouir tout le monde, du fait de cette après-midi chaleureuse. C'est que nous avons un défi majeur avec l'orientation, qui est un défi concret pour nos élèves, mais qui est aussi très emblématique des défis de société plus larges encore que nous avons. Je suis souvent amené à dire qu'à mes yeux, le grand défi de notre époque, c'est comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être quand même un monde de plus en plus humain. Ce monde, il est évidemment de plus en plus technologique, que ça nous plaise ou non. Et il n'est pas interdit que ça nous plaise, parce que ça a beaucoup de bons aspects. Mais il est évident qu'il y a aussi un certain nombre de menaces et de périls liés à cela, devant lesquels nous ne devons pas être aveugles. Et nous devons donc avoir à la fois une approche de protection de nos élèves et une approche d'ambition pour nos élèves dans ce monde technologique. La traduction de cela, il y a des traductions multiples de cela, mais la première des traductions, c'est la réussite du duo homme-machine. Ce duo homme-machine doit évidemment aboutir, dans une perspective humaniste renouvelée, à ce que la machine soit au service de l'homme et pas l'inverse. Dans le domaine de l'orientation, on le voit très bien. On pourrait avoir une vision magique du numérique, où on dit on met tout le monde devant un ordinateur, de l'intelligence artificielle derrière, et la solution magique va arriver. Donc la magie que nous n'avions pas réussi à trouver au travers d'un personnel dédié, nous allions la trouver au travers du numérique. Ce serait évidemment une nouvelle erreur. Et quand bien même elle mènerait à des réussites, ces réussites seraient très dangereuses. C'est donc pas cela que nous devons promouvoir. En revanche, l'homme augmenté, l'homme assisté par la machine, l'homme pouvant s'appuyer sur la machine, c'est-à-dire le professeur s'appuyant sur la machine, le conseiller d'orientation s'appuyant sur la machine, le travail d'équipe se réalisant grâce à la machine, ça oui, c'est évidemment ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces au service de nos élèves dans les temps futurs. Et on voit bien donc que le sujet de l'orientation, loin d'être un sujet marginal, un sujet qui arrive en second cercle concentrique dans l'ensemble de nos missions éducatives, est au contraire le sujet central, le sujet matriciel, le sujet thermomètre aussi, parce qu'il nous permet de nous dire quelque chose de la qualité de notre système éducatif. C'est donc un sujet sur lequel nous avons de grandes marges de progrès. Ça ne marchera que par l'alliance des acteurs. J'ai parlé de l'alliance des professions, j'ai parlé de l'alliance des institutions, État, région en particulier, mais c'est aussi l'alliance des associations et des pouvoirs publics, et de façon générale, l'alliance de tous, et notamment de tous les adultes, au service des élèves. C'est évidemment ce que votre enquête nous permet de comprendre, et elle nous permet d'avancer dans ce sens. Donc merci pour cette enquête, merci pour ce séminaire d'aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous pour des progrès nouveaux grâce à tout cela. Merci beaucoup.